bien. Eh bien, nous revoici en compagnie de Florent Jolivet, qui nous fait plaisir d'être ici pour nous présenter son métier et puis aussi la politique d'Orange en matière d'e-sport et de gaming. Donc, merci pour l'accueil que vous nous ferez. Et je profite de cette intervention juste pour vous dire que l'intervenant que nous recevrons de la Société Générale cet après-midi, pour une conférence qui était réservée aux 3e, 4e et 5e années, pour les premières années et 2e années qui souhaitent y assister, elle est aussi ouverte pour vous. Je vous souhaite une bonne conférence et bon après-midi. Merci. Merci. Alors, je ne sais pas si j'ai besoin du coup. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Oh, ils sont réactifs, ils sont beaux. C'est cool. Merci en tout cas pour votre accueil. Merci d'être venus aussi nombreux pour m'écouter. Donc moi je suis Florent Jolivet, je travaille à la direction contenu d'Orange, qui est une direction groupe. Donc petit rappel, hein, Orange c'est 25 pays, les plus gros pays c'est la France, l'Espagne, la Pologne, d'autres pays en Europe, des plus petits, également une quinzaine de pays en Afrique. Et donc moi je travaille au niveau du groupe Orange et donc je suis en charge de mettre en place des nouveaux produits, des nouvelles offres et des nouvelles activations autour du gaming et de l'e-sport. Donc c'est un rôle plutôt transverse où je vais avoir déjà en charge tous les aspects un petit peu stratégiques pour définir pour chaque pays, chaque filiale, pourquoi on va utiliser le gaming, pourquoi on va utiliser l'e-sport, donc essayer de réfléchir un petit peu à tout ça, mener des études. Et ensuite un rôle de vraiment plus dans le concret, d'implémentation, de produits ou d'offres. Donc il y a des choses qui sont plutôt de l'ordre de la distribution, c'est-à-dire des stores de distribution de jeux, des offres de cloud gaming. On a une offre de cloud gaming en France depuis 2012, bien avant Google Stadia. Et il y a des choses qui sont plutôt de l'ordre, je dirais, de l'activation. Vous allez voir, je répète beaucoup ce mot, activation, parce que je trouve qu'il représente très bien ce que les marques font, notamment avec l'e-sport. Et donc moi mon rôle c'est de pouvoir accompagner tous nos pays sur la construction d'activation marketing autour du gaming et de l'e-sport. Donc quand on m'a demandé de préparer un petit peu cette presse, je me suis posé pas mal de questions et je me suis dit finalement qu'est-ce que moi j'aurais voulu entendre au début de mes études concernant le gaming et l'e-sport et surtout comment je vois finalement le secteur d'ici 10 ans. Moi, ça fait 5 ans que je travaille sur ces sujets-là et déjà en 5 ans, ça a beaucoup évolué, mais je pense que ça va encore beaucoup évoluer, en fait, surtout grâce à vous, dans les 10 prochaines années. Et donc, il me paraît essentiel, en fait, finalement, de vous faire passer quelques petits messages comme ça, qui sont issus de mon expérience, des choses qui m'ont un peu déçu, en fait, dans le secteur et finalement, qui déçoivent les marques, même d'une manière générale, mais aussi des choses qui ont très bien marché. Et donc vous faire partager un petit peu tout ça parce que finalement, demain, c'est vous qui allez parler aux marques, vous allez vous-même travailler pour une marque. Donc voilà. Donc j'ai parlé de marque en fait. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi une marque? C'est un symbole qui représente quelque chose qu'on invente. C'est beau. Un symbole qui représente quelque chose qu'on invente, oui. L'identité de l'entreprise, ouais. Une filiale. Ouais, une filiale, c'est plutôt une forme juridique de société. C'est la forme d'illustration qui représente l'entreprise à travers l'image. L'illustration? Oui. Ouais. Ouais, illustration, ça c'est bien ça. C'est une identité que prend l'entreprise. Ouais, une identité. C'est bien en fait, vous êtes pas mal parce que je m'attendais un petit peu à ce que vous me dites c'est un logo, c'est un nom. En fait, ouais, hein, c'est ça hein, déjà quand même. Une marque avant ça, c'est déjà un logo, un nom, des sons, un slogan, nous rapprocher de l'essentiel, Orange, petite pub, des guidelines graphiques. Ça, c'est un truc, quand on fait du sponsoring, les guidelines graphiques, c'est un peu c'est ce qui hante toutes les agences avec lesquelles on travaille parce que les guidelines graphiques d'Orange, c'est 150 pages où on dit qu'il faut utiliser telle police de telle taille, telle couleur, à gauche, pas à droite, le carré orange, il ne faut pas l'associer à ci, à ça. Donc voilà, c'est aussi ça une marque. Hein. C'est des choses très concrètes comme ça, hein, qui sont utilisées par les agences. Donc ça, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg, mais en dessous, effectivement, vous l'avez un peu plus abordé, c'est le ton,
comment on va parler à nos clients, c'est les valeurs qu'on souhaite véhiculer. Est-ce qu'on est révérencieux ou pas? Est-ce qu'on est Red Bull ou est-ce qu'on est Orange? C'est quand même pas du tout le même, c'est quand même pas du tout la même manière de procéder. C'est aussi toute l'histoire de la marque. Je prends une marque comme Lego, elle a une histoire incroyable qui nous rappelle tous quelque chose dans notre enfance. On a tous fait des Lego dans notre enfance. Et donc, c'est ça aussi une marque, c'est être chargé d'une histoire comme ça. Des souvenirs, évidemment. J'aime bien, là, je me suis éclaté, j'ai mis le mot congruité. C'est la congruité, c'est-à-dire une marque va avoir de la congruité quand elle va rassembler des clients qui sont proches des valeurs qu'elle véhicule. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont aller naturellement vers la marque qui les ressemble. Vous êtes tous gamers, voilà, vous êtes proches de Omen en fait. Hein. Enfin voilà, c'est juste ça la congruité. Mais après, quand on parle d'EDF ou quand on parle de, je sais pas, quand on parle de Shell, un peu plus compliqué de faire de la congruité quoi. Hein. Enfin, un peu plus compliqué. Est-ce que vous vous dites que vous ressemblez à EDF ou à Shell? Ah, c'est ça en fait, construire. Ce qu'un brand manager fait, c'est essayer de trouver ces liens là entre ce que représente la marque et ses clients. Donc c'est ça en fait le brand management. Le brand management et généralement toutes les personnes qui travaillent sur les projets de com, de sponsoring, etc. sont plutôt des brand managers. Des fois il peut y avoir des product managers, mais un brand manager typiquement c'est une personne qui se concentre sur la marque, c'est-à-dire communiquer autour de la marque, faire une histoire autour de la marque et pas sur le produit. Quand Orange sponsorise un tournoi d'e-sport, on ne dit pas je sponsorise le tournoi d'e-sport avec mon offre la fibre à 35 € par mois. C'est pas ça le sponsoring. Le sponsoring, c'est de raconter une histoire autour d'une marque et pas un produit. Donc ça, c'est assez important. Après, il peut y avoir des choses qui sont faites autour de produits. On peut accompagner une sortie, nous, d'un smartphone avec une campagne qui utilise Fortnite, par exemple. Rendez-vous en janvier prochain. Donc voilà, mais en tout cas, généralement, on communique plutôt autour de la marque. Et alors ça en fait, c'est le cerveau. Ça, c'est le cerveau gauche et le cerveau droit. Cerveau gauche, oui, c'est ça, c'est le pragmatisme, hein, cerveau gauche, hein, je me trompe pas. Cerveau gauche, visibilité. Cerveau droit, les histoires. Et en fait, un brand manager, il est toujours entre les deux. C'est-à-dire qu'en gros, il veut faire des choses qui sont fun, qui vont plaire au public. Il veut raconter des histoires, des trucs merveilleux. Mais en même temps, les mecs, KPIs quoi. Hein. Faut avoir de la visibilité, faut avoir les chiffres, faut prouver que ça fonctionne, faut prouver que ça active. Donc voilà, un brand manager, c'est un peu quelqu'un qui est un peu partagé entre le monde des chiffres finalement et le monde de la créativité, quoi, des histoires. J'ai mis aussi ça parce que je trouvais ça super intéressant, notamment par rapport à un use case qui est le sponsoring des dernières LCS à Bercy en 2017 par Mercedes ou BMW, je ne sais même plus. Il me semble que c'était Mercedes, qui a cherché exactement ça. Looking for deep and early psychological impact. Mercedes ou BM, je ne sais plus lequel des deux, je crois que c'est Mercedes. Clairement, le public des LCS à Bercy, ils n'ont pas les moyens de s'acheter une Mercedes. On est d'accord? Donc pourquoi on cherche à communiquer sur Mercedes au LCS à Bercy? Bah, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on veut pouvoir mettre la marque au plus profond de l'inconscient des futurs clients. Pareil pour Gillette. Je crois que c'est Reckless qui a fait une pub pour Gillette. Il n'a même pas un poil de barbe. Il parle à une majorité quand même de viewers qui sont plutôt jeunes, hein, qui n'ont pas encore l'âge d'être barbus, de s'acheter des rasoirs, et encore, même s'ils en ont, c'est plutôt papa qui les achète. Donc pourquoi Gillette veut communiquer? La même chose, on anticipe. Ce sera peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et alors, on aura raconté une histoire qui sera ancrée dans le cerveau du client. Donc tout ça, le brand management, c'est très long terme. C'est très long terme. On cherche quand même des retombées court terme. Donc c'est aussi ça c'est aussi cette dichotomie entre visibilité et histoire, c'est la même chose. C'est à la fois on veut implémenter des choses à très long terme et à la fois on veut des retombées à court terme.
n'hésitez pas à m'interrompre. Ouais. J'ai un autre micro si vous voulez faire passer, mais ça risque de prendre un peu de temps. Mais... J'entends pas du tout. Est-ce qu'un logo, ça a une date de péremption? C'est une excellente question. Je n'ai pas la réponse. Orange, on a le même logo depuis 20 ans. Alors, on a changé des petites choses. On est passé de police, je ne sais plus quelle police, à Helvetica. Les logos, ils ne changent jamais totalement. Quand il y a un changement de logo, c'est un changement de guidelines, de branding en général. C'est même un changement de valeur. C'est même un changement souvent de gamme de produits. Enfin, on ne change pas un logo pour changer un logo. Généralement, ça accompagne, on va dire, une refonte globale d'une marque et même d'une société des fois. Moi j'ai une question, mais les produits que vous proposez, même pour le brand manager, ça doit être important que ça soit en liaison avec sa com et le marketing qui suit par la suite, pour que ça soit qu'il y ait une profondeur et que ça soit qu'on puisse vraiment raconter une histoire, etc. C'est toujours comment dire, la chose qui est un peu compliquée. En fait, vous avez sûrement entendu du concept de marque endémique, non endémique. Donc les marques endémiques, Omen by HP, c'est endémique parce que c'est endémique à l'e-sport. C'est en plein. HP est un acteur du secteur e-sport. Les marques non endémiques, EDF, et encore qu'on pourrait dire que c'est un petit peu endémique parce qu'on a quand même besoin d'électricité pour faire tourner tout ça. Le lien direct entre le produit et l'opération de sponsoring, il n'est pas évident. Il n'est pas toujours évident. Il est très évident pour HP, il est moins évident pour EDF. Pour nous, il est plutôt évident. On est plutôt endémique. Orange est plutôt endémique au secteur, même si on est à la fois endémique et à la fois pas endémique, parce qu'on vend autant à des gamers que à des mamies du Cantal. Donc voilà, je pense que c'est d'autant plus un gros défi pour les brand managers qui n'ont pas de produits en lien avec le gaming, de se tenter à ce genre de choses, typiquement Louis Vuitton, vous avez vu. C'est pas évident, hein. Et je pense que là, en fait, c'est là où il faut raconter des histoires. C'est-à-dire que HP, ils n'ont même pas besoin de raconter des histoires. C'est facile, gaming, PC, on comprend vite. Voilà, ils font des PC qui déchirent et tout, ça se vend tout seul quoi, aux gamers. Louis Vuitton, il faut qu'ils racontent des histoires, quoi. Donc voilà, c'est pas forcément évident ce lien. Alors je vais passer en fait toute cette partie-là, parce que je l'ai déjà en fait finalement un peu évoqué. Je vais peut-être essayer de partager un peu ce qu'Orange a fait. Donc nous, en fait, ça fait depuis 2015 qu'on est un acteur de cette industrie-là. On a commencé avec Webedia et ce deal avec Millennium. Donc quand on pense déjà sponsoring, là, la première chose qu'on voit finalement, c'est les maillots, c'est le logo sur le maillot, la visibilité de la marque. C'est vrai, après, en fait, dans ce secteur-là, le gros du sponsoring, c'est quand même plutôt les contenus digitaux. À contrario du foot, hein, finalement, du sport, le gros de la visibilité qui va être donnée à une marque par une société comme Webedia qui opère une team, comme Millennium, c'est vraiment de pouvoir proposer des contenus digitaux, contenus vidéo essentiellement, de la visibilité sur les réseaux sociaux, donc par le biais de ses propres pages, de ses propres communautés, pardon, les communautés de l'équipe, ou par le biais de ses influenceurs et de ses joueurs. Donc voilà, c'était un peu ça la structure du deal qu'on avait avec Millennium, c'est-à-dire de donner surtout beaucoup de visibilité sur le digital. Alors ça, c'est trop bien. Moi, je suis jaloux de ne pas avoir bossé sur ce deal-là. C'est mes collègues espagnols qui l'ont fait. Orange Espagne, qui est donc le gold sponsor de la LVP,
donc qui a renaimé carrément la LVP Orange Superliga. Vous connaissez la LVP, j'imagine? Pas trop. Il faut juste savoir que c'est la compétition la plus suivie en Espagne. Mais alors devant les Worlds de League of Legends. C'est un truc de fou. Et là, quelque part, je peux faire passer un message aussi. Connaissez bien les marchés locaux. L'Espagne est totalement différente de la France. On n'a pas d'équivalent de l'Orange Superliga en France. Le SWC et encore, ça n'a pas le même retentissement que l'Orange Superliga. Donc, c'est ultra logique finalement qu'en France, on ait choisi de sponsoriser une équipe. Parce qu'en France, ce qui marche bien, communautaire, influenceurs, réseaux sociaux, digital, ok, on sponsorise une équipe. En Espagne, c'était logique, on avait une compétition qui nous ouvrait grand les bras, LVP, top 1 sur Twitch à chaque fois qu'il diffuse. Il n'y a pas photo, quoi, on sponsorise. Donc voilà, on a des stratégies différentes de pays en pays parce que les marchés sont différents. Ça, c'est la suite. Donc, notre switch opéré l'année dernière, en tout cas par la direction de la Com France, qui a décidé de basculer du sponsoring de Millennium vers le sponsoring de Vitality. Toujours un peu dans la même logique. Beaucoup de contenu également, beaucoup de contenu digital, de la présence influenceur, de la présence en physique aussi influenceur. On avait Gotaga sur la boutique Orange Opéra, donc c'est même un peu plus... Vous avez compris que le deal est un peu plus large que finalement uniquement le simple sponsoring de l'équipe, puisqu'il inclut également donc, des interventions d'influenceurs comme Gotaga. Bon ça, voilà, enfin, Paris Games Week, nous ça fait 5 ans qu'on y est, on n'y est pas cette année, j'en pleure encore. Voilà, on a un stand tous les ans, et je sais pas, j'imagine que vous êtes tous allés à la Paris Games Week, enfin pour la plupart. Si vous avez pu voir, ça aurait été super intéressant que quelqu'un puisse venir tous les ans à notre stand et prendre 2-3 notes et se dire comment ça a évolué. Parce que franchement, au début, nos stands à la Paris Games Week, c'était nos offres de distribution de jeux, où on a nos offres de distribution mobile, des offres sur la box, de jeux sur la box, de cloud gaming, qui sont très focus kids, family, très jeunes. Voilà, pas du tout de dimension e-sport dans ces produits-là. Donc ça, les premières années, c'était des bornes de jeu, quoi, en fait, sur ces offres-là, rien de plus. Et ça, c'était en 2016 ou 2015. Je crois que c'est Domingo, là, sur scène. Donc là, ça y est, on avait commencé, là. Jouer sans lag, jouer avec un ping sans lag, 100% fibre, boum, 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 scène e-sport, grand écran, on aurait aimé plus grand. Enfin, voilà, là, ça y est, on commence à activer sur l'e-sport. Et peu à peu, et finalement, l'année dernière, on n'a fait que ça. L'année dernière, notre centre, c'était juste une scène. Et réunir un public autour de la scène avec nos différents influenceurs, etc. Donc voilà. Comme ça qu'on voit un petit peu comment Orange a évolué dans sa réflexion sur le gaming. Vous pouvez faire passer tout derrière. Imaginons que Millennium ou Vitality gagne une compétition, vous êtes sponsor, vous gagnez quoi quand il y a une compétition? Cerveau gauche, visibilité. C'est tout? Il n'y a pas une histoire de part ou quoi que ce soit, rien du tout? Ah non. Alors, j'imagine que vous êtes un peu familier du système de cash price. Généralement, c'est quand même plutôt les joueurs qui touchent les cash price, même pas les équipes. Alors, il se trouve que maintenant, la plupart des équipes prennent un pourcentage des cash price, mais jamais le sponsor. L'activité de sponsoring, ce n'est pas une activité pour gagner de l'argent, c'est vraiment une activité pour perdre de l'argent. Enfin, nous, on perd de l'argent avec le sponsoring. Tout le monde perd de l'argent avec le sponsoring. On ne monétise pas le sponsoring. C'est ce que je racontais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, tout ça, c'est une histoire de long terme, d'ancrer une marque, etc. Si Millennium ou Vitality gagnent les Worlds avec des logos orange partout, machin, et vous êtes dans la salle et
Et ouais, Vitality, machin, tout le logo orange comme ça. Les streams, ça dure 4 heures, 5 heures. Vous avez le logo orange pendant 4 heures ou 5 heures devant les yeux. Enfin, c'est ça qu'on cherche. Typiquement, je crois que c'était une étude de Lagardère qui disait que sur un match de foot, il y a 42 marques présentes à l'écran pendant 90 minutes. Sur une compétition e-sport, il y a 12 marques présentes sur un écran pendant 4 heures. On est beaucoup plus visible sur du sponsoring e-sport que sur du sponsoring sport. Beaucoup plus visible. Et c'est moins cher, optionnellement. Mais il y a d'autres inconvénients, j'y viendrai tout à l'heure. Alors ça, c'est pour vous montrer un peu, là on a vu un peu la strat équipe, la strat compétition. Ça, c'est la strat locale, Afrique. On est les seuls, Orange est les seuls. Il y a eu des petits essais, etc. Mais Orange est la seule société à organiser des compétitions e-sport panafricaines. Je dis bien panafricaines parce qu'il y a eu des compétitions en Afrique du Sud, au Sénégal, etc. Nous, on organise des compétitions sur toute l'Afrique où on se fait rencontrer, donc les champions de chaque pays tous les ans. Ça, c'est vraiment un très bel exemple d'activation parce qu'il est vraiment très loin de ce que vous pouvez imaginer dès qu'on vous dit e-sport. Les compètes en Afrique, c'est dans nos boutiques, même dans des centres commerciaux. On en a même déjà fait dans des boîtes de nuit avec 2 PLV, 10 chaises et 2 consoles. Et c'est parti, quoi. C'est du niveau quasi associatif, ce qu'on fait en Afrique. Mais devinez quoi? Bah, en fait, c'est ce qu'il y a de plus gros, en fait. Donc, pour nous, ça ne coûte pas grand-chose. On fait marcher des acteurs locaux et ça marche super bien. Et alors, le gros avantage là-dessus, c'est encore une fois, rappelez-vous, raconter des histoires. Nous, c'est ce qu'on fait le mieux là-dessus. C'est là-dessus qu'on raconte le mieux des histoires. Je veux dire, le gars qui vient d'un petit village sénégalais qui joue à FIFA avec ses potes, il est invité par Orange le week-end à se faire une petite compète comme ça, pépouze dans un centre commercial. Le gars, il gagne la compète. Le lendemain, on l'envoie à la finale de la CAN, petit cadeau, donc l'African Nation Cup, foot. Et le surlendemain, il va jouer la finale de la e-CAN, sponsorisée par Orange, contre tous les autres pays africains. Et après, il gagne. Voilà, c'est ça une histoire. C'est-à-dire qu'en fait, après, il est sponsorisé, il devient une star, il est envoyé en Europe pour pouvoir participer aux compétitions. Donc voilà, c'est ça qu'on fait. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs africains, de joueurs e-sport qui sont sponsorisés, qui sont payés au même titre que par exemple les Européens ou tout ça? Non. Non, clairement, je ne vais pas m'étendre beaucoup sur l'Afrique, mais il y a un gros problème de connectivité en Afrique. Alors, je ne parle pas de l'Afrique du Nord, parce que l'Afrique du Nord, en Maghreb, il y a quand même plutôt, on se rapproche quand même plutôt des standards de l'Europe là-dessus. Donc, il y a quelques joueurs qui émergent de Tunisie, Maroc, etc. Dès qu'on parle d'Afrique subsaharienne, là, taux de connectivité ultra faible. Nous, nos compètes, on les fait même pas online, on les fait que offline, sur du local et essentiellement sur de la console. Il est impensable pour nous d'organiser une compète de League of Legends au Sénégal. Impossible. Pas possible. Bon, juste soit dit en passant, on broadcast aussi de l'e-sport, pour vous montrer un petit peu les différentes activités qu'Orange fait sur l'e-sport. Donc on a broadcasté aussi de l'e-sport, on broadcast, quand je dis on broadcast, c'est-à-dire qu'on diffuse. Donc voilà, nous, Orange, on est le premier réseau de télé en France. On a 5 millions de foyers qui allument tous les jours la télé d'Orange. Donc on a cet outil très puissant qu'on peut utiliser pour pouvoir soit promouvoir notre propre marque, soit pour pouvoir diffuser des compétitions e-sport. C'est compliqué, la télé et l'e-sport. C'est ultra compliqué, vous le savez. Une compète, ça dure trop longtemps pour que ce soit télévisuel. La télé, il faut que ce soit efficace, il faut que ça dure 40 minutes, 50 minutes.
personne n'a vraiment encore réussi à trouver la formule magique. Webedia fait des choses super avec ES1, mais voilà, c'est pas la panacée. ESPN a fait des choses, enfin, AB Productions a fait des choses avec eSport Zone. Enfin, tout ça, c'est encore en balbutiement. Par contre, comment dire, les organisateurs de tournois et les éditeurs qui vous vendent les droits de diffusion des jeux, eux, ils ne sont pas en balbutiement. Hein. Eux, ils vous vendent les droits télé, tac, direct, je te demande 50 millions pour diffuser l'Overwatch League, je dis n'importe quoi. Enfin. Donc, c'est ça aussi un peu le souci qu'on a sur la télé, c'est qu'il y a une espèce d'irréalité des choses, quoi. Un espèce de fantasme qui dit que l'e-sport, c'est le sport de demain. Donc on peut déjà commencer à vendre les droits télé super chers, quoi. Non, non, en fait, ça ne marche pas. Et on n'achète pas, du coup, et personne n'achète. Et voilà. Donc, moi, je ne suis pas persuadé que la télé soit le futur de l'e-sport. Mais ça se discute, hein, ça se discute. Les KPI sur la télé, il faut voir, ne sont pas du tout les mêmes que sur Twitch. J'ai plus les chiffres en tête, mais Canal Plus Sport qui avait diffusé une finale de FIFA à l'Olympia qui s'était pas super bien passé, je crois. C'était pas un contenu extraordinaire, mais là, ils avaient fait une très très bonne audience en fait, surtout pour une chaîne cryptée, largement meilleure que beaucoup des contenus sur Twitch. Mais Twitch donne cette visibilité digitale que la télé ne peut pas donner. Donc il faut que ces deux univers finalement se nourrissent l'un l'autre. Il faut qu'il y ait des ponts. Il ne faut pas juste que ce soit une chaîne qui décide d'aller acheter un contenu e-sport pour le diffuser, point barre. Donc voilà. C'est très compliqué. Moi, je n'ai pas la réponse à ça, quoi, finalement. Même si on ne m'a pas posé de questions, je n'ai pas la réponse. Bon, alors ça, je suis obligé de vous en parler parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Orange, on vend aussi beaucoup de prestations B2B. Demain, la 5G arrive, donc l'année prochaine, mi-année prochaine à peu près. La 5G, elle a une spécificité, c'est pas juste un réseau qui est plus puissant et qui a une meilleure latence, c'est aussi la possibilité de faire des slices. Alors c'est un terme technique pour dire qu'en gros, on va dédier une partie de la connexion à un usage. Et donc, ce qui veut dire que potentiellement, si vous êtes organisateur de compétition, vous pouvez organiser une compétition e-sport partout où il y a la 5G et vous n'avez plus à vous soucier d'avoir la fibre sur place. Ça vous paraît anodin comme ça, mais je ne sais pas si certains ont déjà organisé des compètes, etc. La connectivité, c'est ultra clé sur la compète. Pourquoi? Parce qu'il faut... Soit on a des serveurs locaux, mais des fois on a des serveurs online pour pouvoir les atteindre d'un point de vue PC joueur. Il y a le live stream. Il faut que le public aussi puisse avoir une connectivité. Donc tout ça, c'est rendu super simple et facile avec la 5G. Donc voilà, c'est aussi ça notre rôle, nous, dans l'écosystème. Notre produit, ce n'est pas que des produits B2C, c'est aussi des produits B2B. Alors, je vais essayer d'aller vite pour pouvoir prendre plus de questions. Donc, qu'est-ce qu'on a appris de l'e-sport? Plein de choses. Le sponsoring permet aux marques historiques d'atteindre les millennials. Bon, millennials, c'est un terme un peu galvaudé. Nous, le millennial, c'est en gros le jeune de 15 à 25 ans, indifféremment homme ou femme, ce qui pose justement un petit souci avec l'e-sport. Bah ouais, en fait, c'est pour ça que c'est pas forcément évident que l'e-sport permette d'atteindre les millennials. Parce que finalement, l'audience, on n'a pas de garantie de l'audience. Moi, je vais sponsoriser la finale de l'Euro 2016. Là, j'ai garantie de l'audience. Je suis sûr qu'il y aura une grosse audience. Je vais sponsoriser une compète e-sport, à moins que je sponsorise les Worlds, machin, etc. J'ai rien de garantie. Donc voilà, c'est un secteur où on n'a pas la garantie de ça. Et surtout, c'est beaucoup trop masculin. C'est compliqué pour des marques comme Orange, EDF, Canal, etc. Enfin, pas Canal pour le coup, mais je ne sais pas, L'Oréal ou des choses comme ça. C'est compliqué.
trop masculin. Donc, il y a vraiment, vous qui allez demain être sur le terrain, il y a vraiment ce chemin-là à faire pour que finalement l'e-sport, je pense même les jeux vidéo en général, ne soient pas juste masculins. Et pourtant, les femmes jouent autant que les hommes. Toutes les études le prouvent, sauf qu'elles ne jouent pas sur les mêmes écrans, elles ne jouent pas aux mêmes jeux, etc. Mais pour le moment, elles ne regardent pas encore d'e-sport. Il n'y a aucune étude qui montre que finalement les femmes regardent majoritairement de l'e-sport, ou que plutôt la majorité du public e-sport soit des femmes. Donc voilà, ça c'est un gros effort à faire sur le marché, un gros effort, parce que là, ça empêche beaucoup de marques de venir, beaucoup. Donc ça, je le disais tout à l'heure, le sponsoring, sur l'e-sport, c'est moins cher que le sponsoring sport, clairement moins cher. Mais voilà, c'est ce que je disais, c'est beaucoup plus risqué. On n'a aucune garantie que ça va fonctionner. On est tellement sur des contenus qui sont ultra digitaux et qui vont se nourrir de buzz, etc., qu'il y a vraiment une part d'incertitude sur les KPI qu'on va avoir. Et surtout, on ne les a pas toujours, les KPI. C'est pas forcément évident. Moi, j'étais étonné de voir qu'il y avait beaucoup d'agences avec lesquelles on travaille, d'organisateurs de compétition, même d'éditeurs, qui ne savent pas finalement, qui savent pas évaluer le reach. Le reach, combien de personnes je vais atteindre, quoi. Donc ça, c'est important d'évaluer. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, la marque n'est pas noyée au milieu de douzaines d'autres marques. Donc c'est un gros avantage pour une marque sur l'e-sport. Mais alors, ça c'est compliqué aussi, pour la même raison qu'il n'y a pas assez de femmes. Là aussi, il y a trop de violence. Trop de violence. Vous le savez que CSGO, Call of Duty, c'est pas violent. Vous le savez que les gens qui jouent à ces jeux-là sont pas forcément, sont pas violents, pas plus que d'autres en tout cas. Vous le savez, n'est-ce pas? J'espère. Bah, les marques, elles le savent pas. Les marques, elles le savent pas, et même si elles le savent, elles veulent pas être associées à ça. Je veux dire, nous, on ne peut pas être Orange, on ne peut pas avoir un logo Orange à côté d'un mec habillé en terroriste qui tient une Kalachnikov. Enfin, vous imaginez, c'est impensable pour nous. Même si c'est Counter-Strike, c'est des KPI de fou, grosse exposition. Bah non, nous, on ne veut pas être associé à ça, surtout pas. Donc voilà, il y a beaucoup de chemin à faire aussi là-dessus, parce que il y a très peu de jeux qui sont vraiment bien pour des marques comme la nôtre. League of Legends, on y allait. Fortnite, on y va. Un petit peu étonnant, il y a eu des réticences quand même, parce que c'est un shooter. Rocket League, on peut y aller les yeux fermés, évidemment. Counter-Strike, non. Call of Duty, non. Enfin, Rainbow Six, non. Voilà. Et c'est dommage qu'il y ait des sociétés ou des équipes qui soient très spécialisées dans ces jeux-là, parce qu'elles se ferment énormément de portes. C'est le rôle des éditeurs aussi. C'est le rôle des éditeurs de jeux. Bon, sauf que je vais vous dire, Valve, ils en ont rien à faire, mais c'est le rôle des éditeurs. Epic Games a parfaitement compris ça. C'est le rôle des éditeurs de pouvoir proposer des jeux qui aient une ambiance cartoon et pas réaliste. Regardez un petit peu les niveaux de PEGI. Donc vous connaissez tous le PEGI, cette norme européenne qui permet de classifier les jeux sur la limite d'âge. Regardez un petit peu c'est quoi la différence entre un jeu PEGI 18, un jeu PEGI 16 et un jeu PEGI 12. Souvent quand c'est 18, c'est que c'est réaliste. Et nous, c'est ça qu'on veut pas. On veut pas que ce soit réaliste. Fortnite, c'est un shooter, mais c'est pas réaliste, c'est cartoonesque. Il n'y a pas de sang, voilà. Donc ça passe. Voilà, alors ça c'est trop bien aussi avec l'e-sport, comme on est ultra digital, ultra sur les influenceurs. Là, quand je parle e-sport, du coup, je parle plutôt gaming en général. E-sport, gaming, on a un accès direct au cerveau du client, quoi. C'est trop bien, on peut lui parler en direct, avec un intermédiaire quand même, qui est l'influenceur. Mais nous, la marque, on peut parler à l'influenceur qui parle au client en direct. C'est génial, on n'a jamais eu ça avant. C'est trop bien. Par contre, bah ouais, on ne contrôle pas le message, quoi. Enfin, je veux dire, tous les influenceurs, ils sont indépendants, font ce qu'ils veulent. Enfin, c'est pas parce qu'on les a payés
Pas parce qu'on les paye 200K pour faire une vidéo que le mec il fait ce qu'il veut. Hein. Qu'il ne fait pas ce qu'il veut, justement. Non, il a une liberté quand même, cet influenceur. Et heureusement, sinon bah, ils n'auraient peut-être pas autant d'audience. Donc 200K, c'était vraiment un exemple. Hein. Heureusement qu'on ne paye pas 200K à chaque fois. 200K, je sais pas, ce serait peut-être des Cypriens ou des choses comme ça, mais ça dépend des formats et tout. Mais voilà, donc pour une marque, c'est chaud quand même. Hein. Des fois on investit dans du contenu, etc. Et puis derrière, on se rend compte que le message, il n'est pas passé ou il est mal passé. Il y a eu de l'interférence, parce que l'influenceur, il a voulu faire marrer son public, il a dit une connerie, et au final, ça va dégrader l'image de marque. Ça, c'est compliqué. Hein. Compliqué à gérer. Donc c'est pour ça qu'on ne travaille pas avec tous les influenceurs. Hein. Il y a des influenceurs avec lesquels c'est très facile de travailler, qui vont très vite comprendre ce que recherche la marque. Il y en a d'autres pour lesquels ça va être plus long ou qui même vont aller à l'encontre de ce que veut la marque. Je dis jamais de nom. Donc ça, je l'ai déjà dit, hein, il y a effectivement assez de jeux, assez de tournois, assez d'équipes pour avoir des opportunités infinies de sponsoring. Mais en fait, non, pas vraiment. Il faut déjà avoir les bons jeux. Alors ça, c'est un gros point aussi, mais ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années. C'est qu'effectivement, l'avantage de cette industrie de l'e-sport, c'est que les sociétés, elles sont très jeunes. Donc il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'agilité aussi. Alors, vous connaissez peut-être ce concept d'agilité qui est aussi un concept très galvaudé. L'agilité, c'est le fait de pouvoir délivrer très régulièrement et vite. C'est-à-dire que quand on va parler, je ne sais pas moi, une très grosse agence de com qui est historique, ça peut prendre du temps, etc. Il y a des validations internes chez eux, machin. Quand on va voir une petite agence, plus petite agence e-sport, bah ça peut aller très vite, quoi. Et puis souvent, comme c'est un secteur de passionnés et qu'il y a beaucoup de gens qui se sont faits un peu tout seuls dans ce secteur, les mecs sont très bosseurs. Donc c'est vraiment un bonheur souvent de travailler avec des agences ou des équipes ou quoi, parce que ça bosse super dur, quoi. Et ils sont très réactifs. Mais c'est le côté un peu, voilà, de temps en temps, le pendant de ça, c'est que ça manque de structure professionnelle. Ça manque de professionnalisme, ça manque de bonnes pratiques. Ça va un peu dans tous les sens. Il n'y a pas de planning, on te fait un devis dans un mail à l'arrache. La prestation, elle n'est pas rendue au final, on ne sait pas pourquoi, parce que le mec, il n'a pas prévu le PC ou le câble, j'en sais rien. Enfin, c'est compliqué parce que c'est un secteur qui est encore vraiment jeune. Je ne parle pas des personnes qui travaillent dedans, mais le secteur est plutôt récent quand même. Hein. On commence vraiment à parler de gros deals de sponsoring depuis 2 ou 3 ans, en France depuis le PSG avec Webedia. Donc c'est très récent et donc il faut encore professionnaliser tout ça, c'est évident. Et c'est vraiment là où vous allez avoir un rôle super clé, surtout si vous avez une formation business. C'est que, en fait, beaucoup de personnes qui travaillent dans ce secteur-là ont une très très bonne connaissance de l'écosystème e-sport, tout ça, de comment ça fonctionne, machin. Mais souvent, ils n'ont pas trop de connaissances business, quoi. Enfin, souvent, il n'y a pas de compétences managériales ou de compétences à faire un business plan, un business model, à faire des KPI, un reporting, machin. Ça, c'est des choses qui s'apprennent plus en école de commerce et dans d'autres secteurs, en fait. Moi, je pense que vous devriez tous peut-être aller voir peut-être des agences qui ne font pas de l'e-sport, aller faire un stage là-bas, etc., pour voir en fait c'est quoi les bonnes pratiques du brand management, de la gestion de projet, etc., dans les agences qui ne sont pas e-sport. Venez chez Orange, hein, on pourra vous apprendre. Alors, oui, l'e-sport, ça devient gros. Je l'ai dit voilà, sur le broadcast. Mais attention, media rights, stop l'abusement, quoi. Hein, franchement, arrêtez de nous vendre les media rights à des prix, à des prix démentiels parce que ça ne les vaut pas.
Fortnite shows another path. Ça, Fortnite, c'est vraiment un gros changement. Hein. Gros changement. League of Legends, Fortnite, franchement, on est sur deux mondes différents. Là. League of Legends, circuit professionnel, c'est avec le système de franchise en plus maintenant. Donc on va activer sur des vrais événements quasi avec la même qualité de diffusion qu'un événement de hockey américain, de baseball, etc. Avec des mecs habillés en costume, machin, cravate, tac. Bon, je passe au gaming en France parce qu'en France c'est super particulier. On ne fait pas du broadcast e-sport en France comme les autres pays. Mais si vous regardez un peu les autres pays, vous voyez, c'est ultra codifié et très inspiré du sport. Fortnite, c'est pas du tout ça, quoi. Fortnite, c'est du mainstream. C'est de l'entertainment. Compétition, mot banni quasiment. Ils ne veulent pas entendre parler de compétition Epic Games. Ils ne veulent pas entendre parler d'élitisme. Ils veulent pas trop entendre parler de joueurs pro, machin, etc. Eux, ils veulent entendre parler d'influenceurs, d'expérience, de divertissement. Et donc, en fait, Fortnite, c'est un peu... quand on est une marque, on se dit, on regarde un peu l'e-sport, machin, pendant quelques années, on se dit, bon, bah voilà, l'e-sport, c'est un peu comme le sport. Il y a des systèmes de compète, machin, on sponsorise une compète, un joueur, machin, on va laisser rouler, etc. Et qu'on voit après Fortnite arriver, et qui fait un truc, avec des KPI de tarés, ils ont des influenceurs qui font de la visibilité de fou, et il n'y a même pas de circuit de compétition, il n'y a rien. Enfin, il y en a un petit peu, mais c'est pas du tout ça qui fait l'audience. Et en plus, ils ont ramené les viewers sur YouTube en combinant en fait le meilleur du système d'influenceurs avec le meilleur du gaming, quoi. Et c'est génial pour nous. C'est une bouffée d'air frais parce que franchement, en tant que marque, on avait un peu peur que tout ça soit un peu austère, quoi. Que l'e-sport, ce soit un peu élitiste, réservé à une catégorie de personnes, que aux joueurs qui regardent, etc. Ah non, Fortnite, c'est un peu plus que ça, quoi. Bon, déjà, parce qu'il y a beaucoup de monde qui joue à Fortnite, beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes gamins qui jouent à Fortnite 5-6 heures par jour et qui n'ont pas du tout envie d'être joueurs pro. Ils n'ont pas du tout envie d'être joueurs pro. Un peu différent de League of Legends, à mon avis. Hein. Qui n'ont pas du tout envie d'être joueurs pro. Par contre, eux, ils se matent tous les influenceurs, ça les fait marrer, ils passent un bon moment. Et en fait, Fortnite, c'est plus un jeu, c'est un réseau social. Fortnite, c'est un réseau social, ce n'est pas un jeu. C'est ça qui est génial. Donc ça a tout changé. Je pense que il y aura d'autres choses après. On va revenir sur des formats de compétition, des choses comme ça. Mais Fortnite, attention, ça a tout changé, hein, pour les marques en tout cas. Donc je vais aller, c'est bien, je pense qu'on a 1h30, c'est ça Donc je pense en 10 minutes, je vais pouvoir vous faire mes 10 commandements, après on pourra passer aux questions. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai déjà dit. Hein, mais... Alors oui, vous qui demain allez travailler dans l'e-sport, ça c'est, surtout si vous allez faire du business, tout ce que je vais dire là, hein, c'est valable pour finalement pas que l'e-sport, hein. C'est valable pour le brand management en général, c'est valable pour les partenariats, c'est valable pour le business développement, quel que soit le domaine. Mais ça c'est important, hein, votre réseau, c'est super important. Moi, normalement, je dois sortir de là, de mon intervention, je dois avoir 50 demandes sur LinkedIn. Hein. Sinon, vous n'avez pas fait votre boulot, les mecs. Hein. Donc, votre réseau, c'est important. LinkedIn, attention, c'est pas non plus l'outil de rêve. Hein. Je veux dire, quand on travaille dans ce domaine-là, en bout de quelques années, on a déjà 1500 contacts sur LinkedIn, donc c'est pas comme ça que... moi, je pense, c'est les salons, hein, dans l'univers du jeu vidéo. Donc, il faut vraiment que vous fassiez les salons. Ça, c'est super important, les salons B2B. Gamescom, #1 en Europe. Trop bien. Il y a tout le monde. C'est super. Il y a l'eSport Bar, qui est organisé par Id Midem à Cannes, tous les ans, qui est génial. Un peu cher, mais génial. Il y a la Gameco, on parlait de la Paris Games Week. Et il y a l'E3, évidemment, aux États-Unis.
Tokyo Game Show, Japon. Bon, tout ça, ça coûte un peu d'argent, hein, donc si vous avez une boîte comme Orange pour payer vos déplacements, c'est cool, mais... mais voilà, à plus petit level, il y a le Poitiers eSport Meeting, on parlait de la Gamer Assembly, donc il y a apéro, c'est quoi, eSport et charcuterie, je sais plus, il y a un truc qui s'appelle comme ça, des rencontres autour de l'eSport et de la charcuterie à Paris. Enfin. Non, et puis voilà, et c'est important quand vous construisez votre réseau, c'est très important quand vous construisez votre réseau, de ne pas chercher à tout prix l'opportunité à court terme. Si par exemple vous travaillez pour une agence, pour une marque, disons que vous travaillez pour une agence, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez vendre vos produits, quoi. Vous voulez vendre de l'événementiel, vous voulez vendre du sponsor, je sais pas. Si vous voyez que le gars n'est pas intéressé par le sponsor, il te dit typiquement ah non mais moi le sponsor c'est pas moi qui m'en occupe, hein. C'est pas moi qui ai le budget, c'est lui l'autre là machin etc. Ok, mais tu fais quoi? Voilà, et intéressez-vous aux gens, c'est super important parce que même si vous ne voyez pas d'opportunité à court terme, parce qu'en fait on ne sait jamais quand ça va tomber et le jour où cette personne-là aura besoin de quelque chose, elle vous aura vu à la Gamescom, elle vous aura vu à l'E3, vous aurez vu à Cannes, et puis vous enverra un mail, et puis boum, opportunité, et ça balance, quoi. Donc voilà, c'est très important, ça. Ne soyez pas spécialisés. Je le disais tout à l'heure, même, allez voir d'autres secteurs, allez voir le sport, allez voir, je sais pas, le prêt-à-porter, allez voir comment les marques communiquent dans ces secteurs-là, ce que les agences font. Intéressez-vous à tout ça parce que autant l'e-sport a beaucoup à donner aux autres secteurs, mais les autres secteurs doivent aussi beaucoup alimenter l'e-sport sur comment activer. Donc élargissez votre spectre. Attention à un marché... Allô? Oui. Attention, marché très mouvant. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure avec Fortnite qui a été un gros changement de paradigme. Donc, ne vous spécialisez pas trop. Phrase de Yuval, 85% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Donc ça aussi, hein, pensez-y. Ne vous enfermez pas dans un métier. Ah, comprendre le besoin. Alors ça, le problème de l'e-sport, c'est que c'est vraiment un secteur de passionnés. Donc du coup, les sociétés qui font de l'événementiel, des choses comme ça, plutôt les jeunes sociétés, vont chercher à vous vendre leur projet de rêve, en fait. Mais peut-être qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ce que la marque veut. Je vais prendre un exemple. Donc moi, je suis en train de construire une campagne de com autour de la sortie d'un téléphone début d'année prochaine. Je suis allé voir plusieurs agences pour leur demander de me proposer des dispositifs utilisant l'e-sport, Fortnite, tout ça, les influenceurs, pour pouvoir activer en boutique, pouvoir créer du contenu, etc. Donc j'ai demandé des dispositifs comme ça. Donc, je suis allé voir plusieurs agences. Il y a une agence qui me voit, qui m'a fait un truc mais super bien, mais trop bien, les slides encore plus beaux que les miens, des beaux visuels et tout. Il me mettait le bus de Fortnite avec le parachute et tout, mais c'était le feu d'artifice le truc. Puis le mec, il me présente ça pendant 1h30, puis au bout d'1h30, on me dit, mais il est où le téléphone là? Alors, comment je vends mon téléphone moi? Ah bah voilà, elle est où ma marque? Il est où mon message? C'est bien, c'est trop bien, mais moi je m'en fiche que les gens ils montent à bord d'un bus Fortnite. Moi ce que je veux c'est qu'ils voient ma marque, c'est qu'ils voient mes produits. Donc n'oubliez jamais, ne vous déconnectez jamais de ce que veut le client. Le client, oui, il a envie de fun, il a envie de s'éclater aussi dans ces trucs-là, mais il a des objectifs aussi. Et donc ne vous déconnectez jamais de ce que souhaite la marque. Donc travailler le message, ça rejoint un peu ce que j'ai dit, mais voilà, travailler le message de la marque, comment il va être passé au public. Est-ce que ça va pas être un peu too much? De temps en temps, c'est un peu ça. Hein, les marques qui activent sur de la vidéo, etc., vidéo sponsor, un peu lourdingue, quoi. Donc attention à ça aussi, c'est parce que la marque recherche ça. Hein. Enfin, peut-être qu'il y en a qui recherchent, hein, c'est leur problème, mais voilà. Donc travaillez bien le message pour qu'il soit subtil, qu'il y ait une vraie expérience derrière.
pour le client. Que ce soit pas juste, on ne l'abreuve pas de marques comme ça à longueur de journée. Et voilà, créer des histoires, quoi. C'est ça, c'est le cerveau droit, voilà. La compétition, c'est bien, mais c'est pas ça l'important. Nous, ce qu'on veut voir, c'est un joueur qui est au fond du trou, qui a perdu 3 années des tournois de suite, etc., et qui remonte la pente au bout de la 4e année et qui gagne un tournoi. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça que le public veut voir. Et c'est là-dessus que les marques veulent communiquer. C'est pas sur je sponsorise une compétition. Donc c'est très important de raconter des histoires. Beaucoup plus que dans le sport. 360 degrés. Il faut que ce soit 360 degrés. Vous avez déjà dû l'entendre dans vos cours de marketing. 360 degrés, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on active partout. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste une campagne Facebook ou une campagne Snapchat ou Instagram. On active sur tous les réseaux sociaux, on active en physique et on fait des liens entre tout ça. Je fais, je sais pas, photo booth en boutique Orange. Ça amène le client en boutique Orange. Il fait une photo de lui, il partage un hashtag sur Twitter, ce qui fait... et en même temps, on lui remet, je sais pas, un bracelet qu'il va porter à l'école, et du coup, ça va réactiver dans sa cour de récré, parce que les mecs, ils vont dire « Ah, t'as un bracelet Fortnite, machin, trop bien. Où est-ce que tu l'as eu? Ouais, je l'ai eu dans la boutique Orange. » Et hop, là, il va revenir... Il y a le copain qui va venir dans la boutique Orange, il va partager sur Twitter, story Instagram, etc. Donc c'est ça, en fait, le 360, c'est d'essayer de construire pour faire des activations un écosystème qui se nourrit. Bah ça, je pense que j'ai dû quasiment employer tous les mots, mais il faut les connaître, quoi. C'est con, mais faut connaître le vocabulaire marketing, quoi. Enfin, il faut pas connaître seulement le vocabulaire, mais ce que ça veut dire, quoi. Parce que en fait, autant si vous êtes en agence, les mecs à qui vous allez parler dans les marques, autant souvent c'est pas des pros de l'e-sport, du gaming, ils connaissent rien, mais autant les mecs ça ils connaissent, hein. Ça ils connaissent par cœur, et c'est leur langage, et c'est comme ça qu'ils sont objectivés. C'est comme ça que moi je suis objectivé. C'est quel est mon reach, est-ce que mes guidelines sont respectés, mon coût par acquisition client, combien me coûte un client à acquérir, combien le client va me rapporter, average revenu per user. Quelle est la visibilité, évidemment, de la marque? KPI, j'ai dit 1000 fois, j'aurais dû le dire 10 000 fois. White and Grey Label. Vous savez ce que c'est, ça, ou pas, le Grey Label? Ça, c'est typiquement Intel Extreme Masters, c'est du Grey Label. Parce que c'est pas du White Label, c'est-à-dire que c'est pas la compétition Intel. Je pense que j'ai pas pris un bon exemple. Non, c'est ça, Intel Extreme Masters by ESL. Ça, c'est du Grey Label. Parce qu'il y a 2 marques, Intel et ESL. ESL, c'est une marque, hein, aussi, hein, pareil. Je sais pas, après, ESL qui fait en marque blanche une compétition pour une marque, pour, je sais pas, EDF. EDF eSport, ou alors plutôt Webedia qui fait une compétition pour la FDJ, plutôt, c'est plus réaliste. Qui va s'appeler FDJ eSport, je ne sais plus exactement le nom de leur compétition. Ça, c'est du white label. C'est-à-dire qu'en fait, le nom de Webedia ou SWC n'apparaît pas. Le Grey Label, c'est que les 2 marques apparaissent. Ça peut être intéressant pour les marques, hein. Ça, de faire apparaître ESL typiquement, ou même HP Omen, tu vois, parce qu'on ne veut pas toujours être les seuls. C'est un avantage pour nous aussi d'être associés à des marques comme ESL. Donc voilà, ça c'est important, White and Grey Label. Voilà, professionnalisation de votre approche commerciale, s'il vous plaît. Venez pas fringuer n'importe comment à vos pitchs. Tenez-vous bien, enfin, franchement, ça me paraît dingue de le dire, mais moi j'ai vu plein de boîtes qui malheureusement ne sont pas professionnelles dans leur approche, qui viennent voir des clients pour être sponsorisés, des marques pour être sponsorisées, pour construire des événements, et qui arrivent, qui se disent « ouais, c'est l'e-sport, c'est cool, le mec il est gaming marketing manager, donc ça va être un jeune et machin ». Ouais, et alors, ça ne veut pas dire que j'ai pas envie de travailler avec des professionnels, quoi. Enfin, donc professionnalisez votre approche,
Construisez des beaux pitchs. Vous savez tout ce que c'est un pitch? Parfait. Donc un pitch, c'est un brief marketing généralement. Donc quand un client cherche à faire, une marque cherche à faire quelque chose, l'agence répond avec un pitch et généralement c'est plutôt une proposition commerciale. Donc construisez des pitchs shiny, quoi, mais avec des KPI, quoi, un max de KPI et s'il vous plaît, devis détaillé, quoi. Enfin, devis détaillé parce que quand on t'amène plein de trucs sur la table et on te dit c'est 100 000. J'ai ok. Donc non, devis détaillé, soyez le plus transparent possible. Moi, je dis toujours aux agences d'afficher leur marge. Ça ne me dérange pas, mais c'est normal que les agences comment dire, mettent des marges. Il faut bien qu'ils vivent, ces gens-là. Mais on aime bien les connaître, les marges. Ça nous aide à y voir plus clair. Professionnalisez votre approche de l'événementiel. C'est là-dessus où je me fais le moins de soucis, parce que souvent, les événements maintenant e-sport sont très bien faits. C'est là où ça s'est professionnalisé en premier, en fait, finalement. Reste quand même, je trouve qu'il y a un manque sur toute la structuration en dehors de l'événement en lui-même. Donc, c'est-à-dire donner de la visibilité aux clients avec du reporting, avoir des plannings clairs et détaillés affichés aux clients. Ça, c'est quelque chose qui manque, je trouve, dans le secteur. Voilà, et KPI, c'est tout ce qu'on comprend. Hein. Enfin, franchement, il n'y a pas à chercher plus loin. Nous, on veut des belles histoires, des KPI. Et parler anglais, voilà, enfin, franchement, c'est rare. Moi, je pense que c'est rare que si vous travaillez pour une marque, une société, c'est rare que vous travailliez maintenant pour des sociétés qui sont franco-françaises, quoi. Ça existe de moins en moins. Donc voilà. Moi, même quand je travaille pour Orange France, je fais tous mes docs en anglais parce que en fait, je travaille avec des sociétés, des prestats, etc., qui sont à droite, à gauche. Vous allez peut-être faire appel à des fournisseurs externes ou je sais pas. Donc, on est dans une société qui est dans un système qui est ultra global. Parler anglais. Je pense que j'ai fini. Yes. Je sais pas. Ouais, cool, on a un peu de temps pour les questions. Je sais pas où est parti le micro, par contre. Moi, c'est plus au niveau des t-shirts. Donc, quand vous sponsorisez une équipe, par exemple comme Vitality ou avant Millennium, est-ce que c'est vous qui choisissez où est-ce que votre logo ou alors le nom Orange apparaît? Est-ce qu'il y a des négociations sur ça? Bien sûr, il y a des négociations par rapport aux guidelines que j'évoquais tout à l'heure. Les fameuses 140 pages de guidelines de la marque Orange. Le logo, il ne doit pas être déformé. Typiquement, là, moi je vois, si je mets sur une presse ou quoi que ce soit le orange au milieu du carré, je me fais tuer. Alors voilà, c'est ça les guidelines aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas dénaturer la marque. Une marque, c'est précieux, c'est très précieux la marque. C'est ce qu'on a de plus précieux, nous, Orange, après le réseau. Donc il ne faut pas la dénaturer. Donc évidemment, il y a des négociations sur tout ce qui est affichage de la marque, hein, au-delà du t-shirt, tout ça. Ouais. J'espère que ça va pas... Donc vous parlez beaucoup de professionnalisation du secteur, du marché. Est-ce que vous ne pensez pas que justement ça va un peu dénaturaliser le marché de l'e-sport Je pense qu'il manque clairement de la professionnalisation, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'une surprofessionnalisation, ça risque de dénaturer le marché? C'est vraiment une super question, je te remercie. Et du coup, comme c'est une super question, elle n'appelle pas une réponse super précise. Mais vous avez vu, non, vous n'avez pas vu parce que je l'ai passé le slide, mais je crois que le secteur, il me semble que c'est quasiment 1 milliard de CA dans le monde. En 2018, sur les 1 milliard, il y a 700 millions de sponsoring. La réponse, elle est là. Hein. Si c'est le sponsoring qui finance 70% du secteur, le sponsoring, c'est des marques, des grosses sociétés comme nous, souvent, c'est des professionnels, et elles ont besoin de professionnels en face. Donc
Je ne dis pas que le jour où l'e-sport aura trouvé un modèle un petit peu différent, et c'est possible autour des droits ou des ticketing, j'en sais rien, où on pourra rester dans un milieu effectivement qui n'est pas dénaturé par cette surprofessionnalisation, marketing et compagnie. Mais en vrai, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on a besoin de professionnels, il n'y en a pas assez. Ça n'empêche pas évidemment de garder la folie d'O-Gaming, la folie de tous ces acteurs-là. Et c'est ça aussi que les marques recherchent. C'est pas parce qu'on dit professionnalisation qu'on dit qu'il faut que les événements soient pas fun. Donc ça, on le cherche aussi. Moi, je pense surtout que la professionnalisation, il faut qu'elle vienne déjà sur l'aspect bizdev et commercial. C'est vraiment la première étape, et de toute manière, c'est pas ce que voit le public. Donc voilà. Vous n'avez pas peur quand vous associons ça affecte un peu votre image Ah, j'avais pas anticipé la fin de la question. Alors, franchement, je t'avoue, je me suis jamais posé la question. Non, parce que les mamies du Cantal, elles sont pas sur Twitch, quoi. Donc non, au contraire. Nous, Orange, on a effectivement une clientèle qui est plutôt âgée. Qu'on est opérateur historique, donc voilà, nous on manque vraiment de jeunes, d'image auprès des jeunes. On a déjà une très bonne image auprès du grand public plutôt âgé, on va dire. C'est pas, enfin voilà, quarantenaire, cinquantenaire. Auprès des jeunes, on a un peu plus de mal, et donc c'est plutôt ça qu'on va chercher. Je pense pour le moment, on n'a pas trop peur de. Mais c'est parce qu'on utilise les canaux de l'e-sport, on utilise les canaux de communication de l'e-sport, les canaux digitaux. Et donc, ce n'est pas les mêmes canaux qu'utilisent ces personnes-là. Le jour où on parlera d'e-sport à la télé et qu'on commencera à sponsoriser, peut-être, on se posera la question. Est-ce que c'est pas difficile Est-ce que c'est pas difficile de réussir, justement, vu que vous êtes une marque, pas vieille, mais qui est plus axée sur les personnes plus historiques, âgées, de réussir à s'imposer justement auprès des sponsors, et justement, par exemple, la Team Vitality, s'ils doivent choisir par exemple entre Omen ou Orange, faire en sorte qu'ils vous choisissent vous. Même si ça n'arrivera pas bien sûr entre Omen et Orange, mais voilà quoi. Réussir à vous vendre, est-ce que c'est pas difficile? Est-ce que. Enfin. Tout ça. Trop drôle. Merci pour ta question. Je t'avoue que quand même c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que c'est plutôt les équipes qui sont les équipes, les organisateurs de compétition, qui vont voir les marques pour leur demander de les sponsoriser. À ma connaissance, il n'y a pas eu... Alors, c'est vrai que la question peut se poser quand même sur certaines compétitions ou certaines équipes où on se dit, moi, Orange, ok, j'ai pris la décision, je vais être gold sponsor de Vitality, je vais être gold sponsor de la LVP. Et en fait, il y a peut-être une autre société qui veut être gold sponsor. Franchement, je le souhaite à toutes les équipes que ça leur arrive. À mon avis, c'est pas souvent. Souvent, la démarche de devenir un gold sponsor est très longue. Beaucoup de négociations. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de situations où... Alors, on est encore loin du foot, tout ça, parce que ça, tu vois, typiquement, ce genre de choses, ça peut arriver effectivement sur un sponsoring de Coupe du Monde du foot, des choses comme ça. Sur les sports, on n'y est pas encore. Après, la question, effectivement, peut se poser sur la coexistence de deux marques sur un sponsoring. Là, il y a une vraie question qui se pose. La compétition sponsorisée par BetClick, Orange n'y va pas. Équipe sponsorisée par YouPorn, évidemment, Orange n'y va pas. Tout ce qui est jeu d'argent, violence, Red Bull, ça nous fait un peu mal, mais on y va. Donc voilà, c'est aussi à ça qu'il faut faire attention. Il faut savoir que les éditeurs de jeux, Riot, Blizzard notamment, détestent, n'aiment pas vraiment les opérateurs de jeux d'argent. Donc quand on sponsorise sa compétition par un BetClick ou autre, on se ferme un peu des portes, quelque part, parce que d'autres marques ne voudront plus forcément sponsoriser. Et peut-être que même des éditeurs vont être très gênés de ça, et ça peut se comprendre.
Là-bas, je prends la question là-bas. Bonjour. Étant donné que vous commencez déjà à sponsoriser effectivement des structures, est-ce que vous pensez qu'à terme, vous accompagnerez au niveau des agences de distribution justement ce sponsoring que vous avez fait au niveau de l'e-sport et le présenter du coup à vos clients qui sont un peu plus lambda? Alors quand tu parles des agences de distribution... Les boutiques. Orange. Ouais, d'accord, ok. Ouais, on aimerait beaucoup. Ça va vraiment dans la démarche 360 que j'expliquais tout à l'heure. On le fait déjà. Hein. Il y a eu des choses qui ont été faites plutôt dans nos flagships. Hein. Donc un flagship, généralement c'est un très gros magasin qui est le plus gros magasin de la marque dans un pays et qui est un peu la vitrine de la marque dans le pays. Donc nous, notre flagship, il est à Paris, au métro Opéra, juste en face de l'Apple Store. Donc nous, dans ce flagship-là, on a des grands espaces pour faire venir des influenceurs. On a déjà organisé beaucoup d'activations là-bas. On en a fait avec Gotaga, on en a fait à l'époque avec Millennium, on en a fait avec Domingo, compagnie. Donc avec Kayane. Donc oui, évidemment, il faut faire de l'activation en physique en même temps que de faire du sponsoring. Reste que c'est plus compliqué, typiquement pour des plus petites boutiques. C'est très complexe. On a typiquement sur l'opération dont je parlais tout à l'heure, on y réfléchit en fait à voir comment on peut amener Fortnite dans les petites boutiques autrement que de mettre un poster ou un sticker, quoi. Donc c'est plus compliqué. On est contraint par l'espace aussi, mais ouais. Ouais, vous avez dit que vous n'avez pas peur de l'image de la mamie du Cantal. Dans ce cas, CS, ça pose pas de problème. Pardon, OCS? Non. Counter-Strike, du coup. Ah, CS, pardon, ouais. Ok. Non. Alors, ok. Alors, comment ça marche une entreprise? Non, sans blague, en gros, nous, ce qui se passe, c'est qu'on a ce qu'on appelle une direction de la marque. Donc, c'est les chefs du brand management qui valident absolument tout ce qui se passe en relation avec la marque en termes de com. Donc, dès qu'il y a des choses qui ne sont pas raccord avec les valeurs de la marque, peu importe le canal sur lequel ce sera diffusé, même si c'est que sur Twitch, machin, peu importe, c'est no way. S'il y a des choses, violences, etc., c'est no way. Donc, c'est pas parce qu'on va communiquer sur d'autres canaux, qu'on va communiquer des valeurs différentes. Nous, les valeurs de la marque, c'est toujours qu'on les communique à la mamie du Cantal ou aux gamers. Nous, notre credo, c'est toujours vous rapprocher de l'essentiel. C'est notre tagline. Et donc, évidemment, on va avoir une communication plus fun avec le gaming, mais en fait, le message, il est le même. Donc voilà. Moi, j'avais une question par rapport à ce problème d'association de marques dont vous parliez tout à l'heure. Si demain, Vitality accepte un partenariat, comme vous parliez précédemment, YouPorn ou un autre sponsor qui serait gênant pour vous, est-ce que vous n'avez pas peur justement que les consommateurs allient Orange et ce deuxième sponsor et vous fassent défaut? Je suis pas sûr d'avoir compris ta question en fait. En fait, comme vous êtes Gold sponsor pour Vitality, oui. Si mettons demain Vitality accepte un autre sponsoring d'une autre marque qui ne serait pas en cohésion avec vos valeurs, est-ce que vous n'auriez pas peur que ça vous fasse tâche, que le consommateur dise « Ah bah tiens, Vitality travaille avec Orange ». Il y a des garde-fous pour ça. Quand tu signes un contrat de ce type-là, tu prévois évidemment que ta marque ne sera pas associée à d'autres marques d'une certaine catégorie. Donc c'est un engagement que prend l'équipe dans un contrat en fait. Hein. Donc je ne connais pas le détail de ce contrat-là, mais j'imagine que Vitality s'est engagé à ne pas se faire sponsoriser par des sites porno, hein, enfin, en même temps qu'Orange, c'est clair. Vous avez dit que le match de foot, c'est des marques, c'est 40 marques pour 90 minutes. Si
sponsorise les événements. À partir de quand, en fait, vous allez dire stop, c'est trop, il y a trop de marques, ça dilue l'information, etc. Bah, ça, c'est chaque marque qui décide, hein. Moi, alors, généralement, sur les compétitions, il y a quand même des systèmes qui sont faits pour que, en gros, on ait un slot pour un telco, un slot pour du produit de grande consommation, un slot pour une marque de voiture. Et donc, quelque part, on ait une place réservée pour chaque domaine, éviter qu'il y ait trop de choses qui viennent en confusion. Mais voilà, moi je trouve typiquement les tournois ESL, moi je trouve qu'ils sont viewers aussi. Je trouve qu'ils sont un peu trop sponsorisés. On voit beaucoup de marques sur les tournois ESL. On voit peut-être pas autant effectivement qu'un match de foot, mais voilà, tout dépend aussi du niveau d'argent que veut mettre la marque. Plus elle met d'argent, plus elle veut être la seule à apparaître, quoi. Donc, je suis désolé, t'es vraiment trop loin. Est-ce que la maturité du milieu et le degré de professionnalisme dans ce milieu aussi sont des key performance indicators selon vous? Est-ce que la professionnalisation du milieu sont des KPI, c'est ça? Non. Pour moi, une KPI, c'est un indicateur qui va m'aider à juger de la performance de ma campagne. Uniquement sur la campagne concernant le marketing. À aucun moment, ça va être sur votre relation avec les clients, etc. Oui. Alors, évidemment, on ne le chiffre pas comme ça, mais il est évident qu'on va préférer travailler avec des sociétés qui sont plus pro, etc. C'est des choses qui font la différence sur un appel d'offres, sur un choix de devis, en fait. Si j'ai 4 agences qui me proposent la même chose, je vais aller prendre la plus pro, et même si elle est un peu plus chère, en fait. Je vais aller prendre la plus pro parce que j'ai plus confiance dans le fait qu'elle me fournira les bons outils pour faire mon reporting, juger la pertinence de ma campagne, etc. Donc la performance de la campagne est liée au professionnalisme et au degré de maturité du milieu dans votre relation Non, la performance de la campagne, c'est la performance de la campagne. Il n'y a rien de plus objectif que ça. C'est les KPI, c'est combien j'ai eu de viewers, quelle a été mon exposition, combien j'ai eu de nouveaux clients, concurrent viewers, peak viewers et compagnie. Donc c'est ça, la performance de la campagne. Ce que je dis juste, c'est effectivement, plus la société est professionnelle, plus elle a des chances d'être choisie par la marque pour faire sa campagne. Disons qu'on peut avoir aussi des très bonnes campagnes qui ont été faites, mais qui ont été faites par qui ont été faites dans de mauvaises conditions pour le client. Et donc c'est pas non plus ce qu'on recherche, quoi. On préfère toujours travailler en bonne intelligence avec des personnes pros, etc. Donc voilà. Ça, et quelque part, le réseau aussi, hein, ça compte. Je veux dire, je ne devrais pas dire ça, mais on préfère quand même généralement travailler avec les personnes avec lesquelles on s'entend bien, avec lesquelles on a tissé un lien. On n'est pas, je veux dire, on n'est pas à l'absolu jugement objectif et impartial de chaque proposition qu'on va mettre dans un tableau et qu'on va aligner et voir alors quel est le moins cher, c'est lui, quels sont mes KPI, c'est lui, donc c'est lui que je choisis. On le fait, mais quand même, il y a l'aspect humain qui entre en jeu quand même, hein, quand une marque choisit, je pense, une agence. Je dis je pense parce que je ne dis pas que je le fais, mais voilà. Une marque très présente comme Orange dans l'e-sport actuellement, est-ce que vous envisagez de vous introduire encore plus dans l'e-sport, en prenant par exemple une équipe sportive d'Orange, si ça peut être une opération commerciale pour Orange? Je ne sais pas si on a intérêt à créer nous-mêmes une équipe. Je ne sais pas si on a intérêt, parce que je pense qu'il y a plein d'autres domaines sur lesquels on peut être vraiment acteur. Parce que là, on a parlé beaucoup de sponsoring, mais finalement, dans l'e-sport, on fait plein d'autres choses. J'ai montré un peu tout à l'heure, voilà, la 5G, prestations B2B, etc. Et donc, sponsoring, il n'y a pas vraiment de business model, quoi. Il n'y a pas vraiment de monétisation à court terme.
si on se décide demain de créer une équipe, c'est-à-dire qu'on va chercher un modèle économique quand même. C'est-à-dire qu'on va chercher à être rentable. Là, pour le coup, c'est plus du tout la même histoire. On ne va plus chercher uniquement à communiquer sur notre marque parce que sinon, on n'aurait aucun intérêt à supporter tous les investissements nécessaires pour construire une équipe. Et je pense que vous connaissez le montant des investissements nécessaires, surtout quand on commence à payer de la franchise aux éditeurs, ça pique, quoi. Donc, nous, on n'a pas vocation à faire ça parce que on n'est pas les mieux placés pour créer un business model autour d'une équipe. Par contre, nous, des business models, on peut le créer sur d'autres choses. Sur le broadcast, typiquement. Acheter des droits, faire de la prod, diffuser. Ça, on pourrait le faire. Hein. On a OCS, typiquement. Vous connaissez tous OCS, j'espère. OCS fait de la prod. Hein. Donc, OCS, demain, pourrait très bien acheter des droits e-sport et diffuser de la compète. C'est possible. On a le réseau. Nous, on a Orange Event Solutions qui vend du réseau à tous les ordinateurs Tora. Donc, il faut savoir rester un petit peu à sa place. C'est-à-dire qu'en gros, les sociétés comme Orange, il faut qu'elles aillent prendre leurs meilleurs assets si elles veulent commencer à monétiser sur une industrie, quoi. Comment vous arrivez à calculer en quelque sorte ce que le fait de sponsoriser par exemple la Millennium, ça vous rapporte tant de clients en fait? Alors en fait, ça ne se calcule pas en argent. Hein, parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que j'ai dit, le but d'un sponsoring, c'est de pouvoir imprimer la marque dans l'esprit des clients. Donc nous, c'est ça qu'on essaye de calculer, tant bien que mal. Donc ça ne se calcule pas en argent, ce serait vraiment un exercice beaucoup trop périlleux de se dire parce que j'ai sponsorisé telle équipe, j'ai été vu par 100 000 personnes qui potentiellement vont acheter un forfait dans les 10 prochaines années, elles seront abonnées pendant 5 ans chez Orange. Enfin, ou alors si je calcule ça, c'est que vraiment je fais du bullshit, quoi. Donc non, nous ce qu'on calcule, c'est l'exposition. C'est vraiment l'exposition, exposition, taux d'engagement. Si le client a interagi avec la marque, ça c'est le Graal. À partir du moment où on a un engagement, c'est trop bien. On peut éventuellement calculer de l'acquisition. Quand on sponsorise et qu'on fait référence à des offres, combien de clients vont acheter cette offre-là par le biais de ce canal-là. Enfin, mais voilà, visibilité, engagement, c'est plutôt ça qui vont être nos KPI et qui vont nous permettre de comparer, on va dire, les différentes propositions de valeur. Comment on fait pour arriver devant son CIO et lui proposer un projet d'e-sport, par exemple en 2015, de sponsoriser une équipe e-sport, et quels arguments on avance pour leur démontrer que ça va marcher et les convaincre dans une entreprise qui n'est pas du tout tournée vers ça, qui n'a jamais entendu parler de ça. Comment on fait pour convaincre son CIO? Merci beaucoup pour cette question, j'adore. C'est vraiment c'est une très très bonne question. Écoute, typiquement, moi, ce que je peux vous montrer là, c'est le début de ma présentation, c'est la même que j'utilise pour mon top management. Alors, pas ça, ça c'était plutôt pour vous, mais c'est ça. En fait, on commence par faire rêver. Le problème avec l'e-sport, c'est qu'il y a vraiment un problème qui est de moins en moins vrai. Hein. Je pense qu'il sera peut-être plus du tout vrai dans 5 années, mais aujourd'hui, il y a vraiment un problème de notoriété de l'e-sport. Les gens, déjà, ne savent même pas ce que c'est l'e-sport. Hein. Enfin, je veux dire, dans le C-level, CEO, machin, top level, top management d'une société. Alors moi, mes chefs ne savaient pas ce que c'était l'e-sport au début. Et certaines personnes chez nous qui pensaient que l'e-sport, c'était le sport électronique. Dans le sens, c'est uniquement les jeux de foot, par exemple. Ça, c'est très courant. Hein. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Mais c'est normal, il faut faire la pédagogie, il faut faire l'éducation de toutes ces personnes-là. Donc je pense, la première chose, c'est de montrer ça, quoi. C'est de montrer que oui, ça remplit des stades, oui, les gens se battent pour avoir les tickets des Worlds League of Legends, etc. Donc il faut montrer qu'il y a ça, c'est plus de l'intangible. Et après, encore une fois, un KPI, hein. Voilà, 165 millions de viewers réguliers en 2018, 250 millions en 2021, il y a de la croissance, important.
Et ça, le fait qu'il y a 1,4 milliard qui... c'est plutôt... oui, c'est 1,4 milliard qui connaissent l'e-sport. Toi, tu vas avoir ton C-level, tu dis, toi, tu connais pas, mais il y en a 1,4 milliard qui connaissent, tu vois. Donc, c'est ça. Les revenus, évidemment. Tu montres qu'il y a du biz, quoi. Il y a du business, quoi. Et tu montres qu'il y a de la croissance. Et après, tu termines avec une vidéo pour l'achever, boum, c'est bon, il est convaincu. Mais je pense que, pour être aussi un peu plus sérieux, je pense qu'il faut montrer que c'est une vraie mutation, qu'il y a un vrai changement de consommation d'une manière générale, et pas uniquement e-sport, hein, je parle d'une manière générale. On ne consomme plus du tout la vidéo, les contenus comme on les consommait il y a encore 5-6 ans. Il y a un changement très rapide, et je pense qu'il faut ancrer aussi ça là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas voir ton top management, il faut lui dire attention, ça change. Il y a plein d'études qui le montrent. L'e-sport est une très bonne composante à regarder. Il y a un écosystème. Donc voilà. Je pense qu'il faut inscrire aussi tout ça dans cette chose-là. Juste pour savoir, ça vous a pris combien de temps de les convaincre? Donc moi, je ne faisais pas partie de l'équipe qui a lancé le partenariat avec Millennium. Donc il y a eu des tractations à cette époque-là, côté Orange France, pour le sponsoring Millennium. Moi, je travaillais au groupe, hein. Donc moi, je travaillais sur la strat plutôt globale. Moi, les premières choses que j'ai faites, c'était plutôt sur le broadcast, sur l'e-sport. Et ouais, je pense que ça m'a pris plusieurs mois. Plusieurs mois, il faut beaucoup de... Et encore, moi, je travaillais déjà sur les sujets gaming. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille dans la division contenu, qui intègre déjà des sujets comme la télé, la VOD, etc., la musique. Donc il y a déjà une culture, on va dire, contenu chez Orange, qui est là, qui n'est pas du tout dans d'autres boîtes, quoi. Donc j'avais déjà pas ce chemin-là à faire, de dire, hey, les mecs, on peut utiliser l'entertainment comme un moyen de communiquer, quoi. Ou un moyen de faire de l'argent. Donc déjà, j'avais pas ce chemin-là à faire, mais reste quand même, on était sur le gaming, sur des activités plutôt classiques de distribution de jeux, et qu'il a fallu faire un peu ce changement, ce shift vers ce nouveau marché qui est l'e-sport. Je pense qu'il y a autre chose qui aide beaucoup, c'est les actus. Nous, il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées quand le PSG a lancé son équipe e-sport. Énormément de choses. Bon, vous connaissez l'histoire, après, il ne s'est pas passé grand-chose, mais néanmoins, il y a eu beaucoup de retentissement dans la presse. Il y a l'équipe qui a fait plein d'articles. Tout ça, ça a interpellé tout le monde, hein. Enfin, ça a été un point de départ de beaucoup de sociétés dans l'e-sport, en fait, en France, cette histoire de PSG. Parce qu'il y a des médias nationaux comme l'équipe qui en ont parlé. Quand on prend des chiffres mondiaux et qu'on s'en sert pour que les gens qui ne connaissent rien, on leur vend ça, et que on lance des projets et qu'on voit après qu'on ne parle plus de la Chine, de tout ça, parce que là c'est des gros chiffres. C'est en France après, c'est pas peu finalement. Oui. Comment on fait? Si on grille nos balles directement, si on vend de l'or, des milliards et tout, ouais, c'est cool. Si on débloque des budgets peut-être trop tôt. Et c'est ensuite ils disent ouais, ok, tu me parles de millions, c'est d'un milliard, quand tu m'enlèves la Chine, j'ai quoi? Et comment on gère ça? Ouais, alors évidemment, hein, là les chiffres que j'ai présentés, ça inclut la Chine. Évidemment, ça c'est pour faire rêver, hein. Enfin, même si c'est des KPI, c'est des chiffres, ça, c'est juste pour faire rêver. La réalité des choses, effectivement, c'est que quand tu présentes un projet à ton top management, que tu montes un business model qui essaye d'être vertueux, etc., il ne faut pas arriver tout nu, quoi, hein. Enfin, il faut arriver avec tous tes coûts, tous tes forecasts de revenus qui sont basés sur des hypothèses de croissance qui sont liées à des études qui ont été faites,
On peut citer Ovum qui fait des super bonnes études. Il y a eu Erstanion qui a fait un très bon rapport aussi qui doit dater un peu maintenant. Newzoo aussi, c'est pas mal. C'est même plutôt bien. Donc ces études-là sont fondamentales parce que, et surtout, c'est fondamental qu'elles soient récentes aussi, parce que les études de 2017, je me suis amusé l'autre jour à regarder, je ne sais plus si c'était Newzoo ou une autre. J'ai comparé en fait la même étude à 2 ans d'intervalle et elle ne disait plus du tout la même chose. Donc voilà, c'est important d'avoir des études pour convaincre le top management et construire les business plans, les business models qui vont bien et prouver qu'il y a de la rentabilité. Et voilà. Valérie Pitrovic. Enchanté. On va passer à je pense que c'était la dernière question. Je ne vais pas vous frustrer, mais il est 14h30. Ouais. Et M. Rapneau vient d'arriver pour la conférence suivante. Eh ben, merci beaucoup, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne continuation, une très belle carrière.